Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je reçois Maëlys, avocate des entrepreneurs qui veulent faire les bons choix pour construire leur empire business et en profiter sereinement. Maëlys, bienvenue, Bonjour Amandine, merci de me recevoir. c'est un plaisir. Alors, sans plus attendre Maëlys, je vais te laisser la main si tu veux bien te présenter avec tes propres mots, nous parler un petit peu de ton business et puis de la stratégie que tu mets en place toi pour être rentable. Eh bien, moi c'est Maïs Villet, je suis avocate depuis 2018 et j'accompagne des entrepreneurs depuis 2018. Et je me suis lancée à 100% à mon compte. J'ai créé mon propre cabinet en 2023. Et depuis, j'ai le plaisir d'accompagner plein d'entrepreneurs, de découvrir énormément de business et d'avoir quand même remis l'humain au cœur du business. C'est un peu un de mes chevals de bataille de remettre l'humain, le savoir-vivre au cœur du business pour en fait qu'on puisse en profiter, on s'épanouisse dedans et qu'on aille plus loin parce qu'on n'est pas obligé pour moi, pour réussir, de marcher sur la tête des autres. C'est quand même une valeur assez cardinale dans mes accompagnements. Et donc, j'accompagne les entrepreneurs sur en fait, tout ce qui va être le développement du business. Je ne fais que du conseil. Pour toutes les autres matières où je ne suis pas compétente ou pour le contentieux, je redirige vers des confrères et consoeurs en qui j'ai totale confiance et je conseille les entrepreneurs pour tout ce qui va être lié à leur développement, à la protection de leur business. Ça va être sur du statut, ça va être sur de la croissance, ça va être sur des CGV, ça va être sur des contrats prestataires aussi, ce qu'on oublie fortement. Et dans mes clients, j'ai beaucoup de solopreneurs. J'ai des micros aussi qui, dès la micro, se disent qu'ils veulent être protégés parce qu'en soit, typiquement, pour sécuriser ta relation client, même si tu passes en société, tes CGV seront normalement capés pour suivre parce que tu changes juste de statut, tu changes pas non plus complètement de façon de faire et d'offre en général. Pour mes auditrices qui n'auraient pas forcément l'habitude de la terminologie qui est employée par les avocats, donc toi tu te positionnes en conseil, ça veut dire que tu interviens dans le préventif, c'est ça, tu interviens avant que potentiellement une galère survienne. Et la partie curative, donc la galère est survenue et c'est la merde et on ne sait pas qui appeler, là c'est ce qu'on appelle du coup du contentieux, c'est bien ça? C'est ça. En fait, en conseil, moi, je vais intervenir en amont ou alors, une fois que j'ai beaucoup de clients qui viennent après s'être pris un mur pour que justement ça ne se reproduise pas. Et le contentieux, ça va être un client qui ne te paye pas, par exemple, tu vas aller faire une procédure pour te faire rembourser, ou un client qui est mécontent et te demande un remboursement, par exemple, c'est les cas auxquels on pense le plus, c'est ce qu'on va appeler du contentieux. Et le contentieux, en fait, c'est aussi ton voisin qui a décidé de jeter ses ordures chez toi. On n'est plus sur du préventif, on est sur essayer de trouver une solution, et ça, ça relève aussi du contentieux. Donc, si t'es en garde à vue, il faut pas m'appeler. Voilà. C'est noté. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place toi dans ton business? Qu'est-ce qui te rapporte du chiffre d'affaires? Alors, moi, dans les accompagnements que je propose, c'est de l'hyper personnalisé, c'est-à-dire qu'en fait, on va toujours discuter de comment. Enfin, moi, j'ai énormément échangé avec mes clients, que ça soit quand on passe en société, si on crée une société, ou que ça soit pour sécuriser en faisant les CGV ou les contrats pour l'activité. En fait, on va discuter du but, de la vision, on va discuter de comment ça se passe en vrai pour que ça colle et en fait que ça soit quelque chose qui soit au service du business et pas un espèce de carcan qu'on essaye d'appliquer à la façon dont on fait son business alors que ça correspond pas trop et du coup on n'est pas très à l'aise. L'idée c'est qu'en fait ça soit le plus naturel du monde. On va aller par exemple dans des CGV, on va aller poser des limites et décrire en fait comment se déroule une prestation de service. On va vraiment partir de comment fonctionne l'entrepreneur pour avoir des documents juridiques qui lui correspondent à lui et son fonctionnement. Il y a forcément des choses que tout le monde a un peu à l'identique, du style pas payé, pas de travail ou paiement en retard, on suspend tout. Mais sur les délais, ça va vraiment dépendre, voilà, on va aller creuser de ce que veut l'entrepreneur, avec quoi il est à l'aise, pour avoir quelque chose en fait et que surtout ils comprennent au final sa documentation pour pouvoir bien l'appliquer et qu'elle le protège vraiment parce que c'est hyper important. Et après bon, en over delivery, moi j'aime bien aussi
dans le cadre de mes prestations premium, sur de la documentation contractuelle, aller rajouter le petit logo, aller mettre aux couleurs du branding, ce genre de petits détails, parce que j'aime bien quand c'est tout joli, tout beau. Mais le gros de la prestation, ça va surtout être voilà, de faire de l'hyper personnalisé, de partir de la vision de l'entrepreneur, d'aller un peu le challenger par exemple sur tout ce qui va être CCGV, d'aller le challenger sur son fonctionnement. Est-ce que c'est bien rentable? Est-ce que ça, tu veux ça? T'es sûr? Parce que... Et aller en fait échanger sur les possibilités, lui ouvrir les yeux, à charge pour lui de prendre la décision finale, mais dans une optique de son entreprise à ce moment-là, elle fonctionne comme ça. S'il a des rêves plus grands, bah en fait, faut aussi l'avoir en tête pour que le fonctionnement s'adapte et s'élargisse. Donc je fais pas de coaching ou quoi ou qu'est-ce, mais on va échanger pour avoir quelque chose qui va matcher avec la vision. Et d'ailleurs, c'est pour les CGV notamment, et même quand je fais point statut ou quand on échange, il y a toujours une question qui revient, c'est et c'est quoi ton plus grand rêve? C'est quoi la suite? Tu veux évoluer, c'est quoi la suite que tu rêves? Parce que c'est important de l'avoir en tête pour pouvoir avoir quelque chose qui va fonctionner et s'adapter. Le but, c'est pas de tout refaire quand tu vas vouloir évoluer, c'est d'avoir anticipé cette next step pour que ça soit encore plus facile d'y accéder et d'aller encore plus loin si telle est ta volonté. Exactement. Donc là, on parle depuis tout à l'heure de CGV, etc. Bon, a priori, tout le monde sait ce que c'est, mais pour rappel, conditions générales de vente, c'est quand même censé être le document obligatoire quand on a une entreprise. On est d'accord? C'est la première pierre à avoir. Oui, outre un statut adapté qui coûte pas des sous. Accessoirement. Euh, et bon, on va quand même aussi revenir appuyer sur ce point parce que ça me paraît important si les gens ne l'ont pas en tête. C'est quoi le risque d'avoir des CGV qui sont mal faites pour soi et avec le client, du coup? Le plus gros risque d'avoir des CGV qui te correspondent pas, c'est qu'en fait, tu t'obliges à respecter des limites qui ne sont pas les tiennes. Ou alors, il n'y a pas de limite du tout. Ce qui est très problématique parce que tu tomberas sur beaucoup de clients qui sont adorables et un jour, tu tomberas sur quelqu'un qui abusera. Et en fait, c'est très souvent quelque chose qui va un peu te dégoûter. Et c'est quand même dommage. Le risque... Alors, il y a cette... en risque, il y a le risque de prendre une amende si tu n'as pas de CGV et que tu fais du B2C ou que tu ne communiques pas tes conditions de vente à tes clients en pro. Bon, l'amende, en vrai, elle peut arriver très souvent, c'est parce que tu as un contrôle de la DGCCRF, c'est que tu as été dénoncé, c'est qu'il y a eu un litige. Donc, bon, il y a ce risque d'amende, mais il laisse souvent un délai pour que tu puisses aller réparer. Donc l'amende est un sujet, mais le plus gros sujet, c'est toi, ta rentabilité, ton business et ton fonctionnement. C'est vraiment ça, c'est sans CGV en fait, ou des CGV qui correspondent pas à ta façon de faire. Je sais pas si toi, ta façon de faire, c'est 3 allers-retours et que tes CGV en prévoient 25, parce que tu les as copiés sur un concurrent qui, lui, fait 25 allers-retours. Mais en fait, si toi, ta rentabilité, elle est calculée avec 3, faut pas être un génie pour faire le calcul, ça va pas. Enfin, même au niveau des tarifs, de la facturation, il faut que ça soit quelque chose qui corresponde à son fonctionnement. Donc il y a des minimums à avoir dedans pour pouvoir en fait fonctionner sereinement. Et le risque pour les clients en soi, c'est si c'est un client consommateur, très honnêtement, le risque il est plus pour l'entrepreneur parce que le consommateur est quand même très très protégé, on ne va pas se mentir. Et il y a plein de règles qui prennent la suite et qui font qu'en fait, le professionnel ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Et, euh, et en soi, le risque est bien plus pour l'entrepreneur que pour le client dans la plupart des cas. Donc, je résume et tu me diras si j'ai bien compris. Mais du coup, quand on a des CGV qui ne sont pas adaptés, le vrai risque pour nous, professionnels, c'est de devoir appliquer des choses qui ne sont pas dans notre intérêt parce qu'on les aurait trouvées sur Internet, parce qu'on les aurait copiées d'un concurrent et que du coup, ce n'est pas adapté à la façon dont nous, on avait envisionné la délivrance de l'offre. C'est ça, c'est le principal risque, ça va être ça, et d'avoir oublié des mentions obligatoires qui peuvent donner lieu à des amendes, etc., parce que obligation légale. Mais le plus gros risque, c'est effectivement en fait, de se retrouver à devoir appliquer le process d'un autre, quoi. Et du coup, Exactement.
ça, il y a forcément des moments où ça coince. Et en fait, le but, c'est quand même que les CGV, on puisse les appliquer. Enfin, c'est pas là juste pour faire joli, parce que du moment où les CGV sont acceptés par le client en face, il a le droit de vous les opposer. Et même si elles n'étaient pas acceptées par le client en face, vous ne pourriez pas lui opposer les CGV que vous présentez. Par contre, lui, il peut vous dire « Et c'est vos CGV, il y a écrit ça, vous devez faire ça, ben faites-le ». Et là, en général, ça commence à bien coincer. Parce qu'on ne peut pas contraindre en face à accepter et à respecter s'il n'a pas accepté les CGV. Par contre, c'est ses propres documents. Donc en fait, en les donnant à ses clients, on s'oblige et on s'engage à respecter tout ce qu'il y a écrit dedans en termes d'obligations. Donc si on les a mal comprises, qu'on les a pas lues ou que ça ne correspond pas à notre modèle, le jour où on tombe sur quelqu'un qui a envie de faire respecter le droit, même si elles ne lui sont pas applicables et qu'il n'est pas obligé de les respecter lui, il pourra t'obliger à les respecter toi. Ok, c'est parfaitement clair. Du coup, bon, on a parlé de CGV, on a dit à quel point c'était important, etc. Quels sont les autres éléments qui vont être complètement indispensables pour protéger un business? Et là, j'ai conscience que la question est un peu vague, mais justement, ça peut te laisser la possibilité de personnaliser la réponse. Alors, ce qui est indispensable pour protéger un business, ça va déjà être en fait, d'avoir un statut qui reste rentable aussi, parce qu'on n'est pas là pour sponsoriser les URSAF avec un bénéfice que l'on n'a pas. C'est tout le risque en micro, c'est pour ça aussi que voilà, j'ai créé des prestations exprès pour aller voir ça, voir comment en sortir, etc. Ce qui est indispensable pour protéger son business, c'est aussi en fait, de protéger, typiquement de ne pas utiliser un nom déjà pris. Je dis ça, je ne dis rien. On peut aller vérifier sur data.np. Si vous avez une idée de nom de business, il faut aller sur data.np et en fait, vous tapez le nom du business que vous voulez et vous voyez s'il y a des entreprises qui sont déjà immatriculées sous ce nom-là ou qui ont comme nom commercial ce nom-là ou s'il y a des marques qui sont déposées dans les classes et services que vous voulez faire. Parce que utiliser le nom d'un concurrent pour son business, c'est potentiellement devoir tout refaire quand il va s'en apercevoir et qu'il va vous poursuivre parce qu'en fait, il aura le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser ce nom-là, c'est le mien. Et devoir refaire toute sa com, tout son branding, devoir se refaire un nom sous un nouveau nom, très franchement, c'est un peu, entre guillemets, c'est pas mettre à la poubelle les années qu'on a développées, mais c'est C'est beaucoup de pas travail supplémentaire qu'on aurait pu éviter en faisant une simple vérification. à minima. Et après, l'étape d'après, si vraiment on veut le protéger et pas juste au niveau local, c'est d'aller déposer une marque. Et ça, c'est pareil, le faire tout seul, on peut ne pas déposer assez. Il y a quand même une stratégie dans le dépôt de marque derrière, donc, mais ça, c'est voilà, à voir dans un second temps. Je sais que par exemple, moi, l'entrepreneuriat, je l'ai déposé avant de l'utiliser en nom commercial. Tu as très bien fait. Et de toute façon, on mettra le lien justement pour aller checker si la marque est déjà déposée, celle que vous avez en tête dans la description de l'épisode, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de «Ah, j'ai pas trouvé le bon site, je sais pas sur quelle page aller», etc. Il n'y aura pas de débat. C'est ça. Après, on parle en France et sur le territoire français. Parce que de toute façon, les micros n'existent qu'en France. C'est un statut effectivement qui est made in France. Alors, une fois qu'on a le bon statut et qu'on a éventuellement déposé sa marque, si c'était un projet qu'on pouvait avoir sur le moyen long terme. On a des CGV, du coup, on en a longuement parlé déjà en introduction. Et ensuite, Si on a un site internet, il faut avoir des mentions légales. C'est pas le truc le plus compliqué à faire quand même. Et en soi, après, les documents juridiques dont on aura besoin, ça va être selon son modèle économique. Par exemple, si on va aller déléguer, si on va avoir en fait des prestataires externes, aller encadrer la relation qui existe avec ce prestataire-là pour dire quel mode de rémunération, quelle durée, etc. Je pense notamment, j'ai de plus en plus de clients qui ont des business en ligne et qui font appel, même en micro, à des setters et des closers pour accélérer le développement. Les setters et les closers, il faut que ça soit hyper carré sur
la durée, sur comment est-ce que ça se renouvelle, comment on y met fin si on n'est pas content, quelle est la disponibilité qui est garantie, ça c'est pour protéger tout le monde, pour protéger notamment contre un risque de requalification en salariat et procès prud'homme quand il ne sera pas content que vous l'auriez viré. Et il y a aussi le prix. Parce que je prends un pourcentage du prix que je te fais signer, c'est très joli. Par contre, c'est du TTC, c'est du hors-taxe, s'il passe à TVA, c'est comment ? Parce que tout ça, ça joue dans la rentabilité en fait. Ne serait-ce que ça, la rentabilité du business. Donc après, ça sera surtout, voilà, ouais, les contrats pour les prestataires externes. Et après, à plus long terme, quand on veut développer, il y a d'autres contrats qui peuvent être mis en place pour développer, faire plus de chiffres. Je pense à de la franchise ou de la licence de marque, ou alors aller racheter un concurrent. Enfin, la liste est longue, on peut faire plein de choses en business, mais le minima du minima pour moi, c'est avoir un statut qui est adapté et en changer quand il y a besoin, avoir un nom disponible parce que littéralement on vend sous ce nom-là, si c'est pas notre propre nom et prénom, parce que ça c'est quand même encore différent, on a le droit d'utiliser notre nom et prénom, Dieu merci. Enfin, à un moment, sinon c'est complètement... ça peut être vraiment compliqué. Les CGV, mention légale, et après... et bien prévoir dans tous ces documents, parce que je sais que la preuve sociale, c'est important pour développer un business. Bien prévoir qu'on a le droit, en fait, d'utiliser les témoignages, parce que si il y a 3 pages de vente qui utilisent des témoignages et qu'en fait, les 3 personnes qui sont citées disent « mais j'ai jamais donné mon accord », eh ben, c'est pas génial. Même si, en principe, quand on publie sur Google, typiquement, les avis Google, c'est quand même une volonté d'afficher publiquement. Mais pour tout ce qui est des avis donnés en interne, etc., c'est important aussi de le sécuriser. Et pareil, tout ce qui va être droit à l'image, de bien prévoir qu'en fait, on a le droit de capter et de rediffuser, voire de commercialiser dans nos cadres de programme, l'image de client. Je pense notamment à des masterclass. Ou en preuve sociale, pas pour de la commercialisation, mais plus pour du marketing, les avant-après. Ce genre de choses, c'est quand même important d'avoir le droit, parce que si on capte et qu'on diffuse l'image de quelqu'un sans son autorisation, c'est interdit. Juste, c'est interdit. Je ne suis pas assez calée en pénal, mais je pense que ça peut avoir des conséquences jusqu'à aller effectivement au tribunal et devant un tribunal correctionnel. Donc, on s'évite ce genre de choses. Si on pouvait effectivement se l'éviter, c'est mieux, sachant que c'est quelques lignes à rajouter dans ton document juridique et ça suffit au final. Quand il est accepté, parce qu'il faut bien les faire accepter. Donc, si je reprends en résumant ce que tu y as dit, parce qu'à chaque fois tu as des interventions hyper riches. Avoir le bon statut. Voilà, ça c'est la base de la base. Et donc, si on ne sait pas quel est le bon statut pour soi, bah, tout simplement, on vient te contacter. Et toi, tu peux nous aider justement à définir quel est le bon statut pour nous. Ok. Quand on choisit une marque qui n'est pas son prénom nom, bah, vérifier si elle est bien disponible pour qu'on puisse l'utiliser et vendre sous ce nom-là. À minima, avoir des CGV. Si on a un site internet, des mentions légales, et si on devait collaborer avec des prestataires extérieurs qui soient de tout type, ou voilà, ou tout simplement échanger avec d'autres, des gens qui seraient des partenaires, des collaborateurs, ce genre de choses, avoir un contrat qui cadre la collaboration. C'est ça. Au final, c'est pas si c'est pas si intense que ça, tu sais, parce qu'on s'en fait toute une montagne quand les gens sont pas dans le milieu et qui peuvent se dire ah, il me faut des CGV, des contrats, des machins, des trucs et tout. En fait, non, il faut pas tout ça, il faut juste quelques documents bien choisis et surtout bien cadrés pour se protéger soi. C'est ça. Et j'y pense aussi, si on a des salariés, bien évidemment des contrats de travail. C'est mieux. Mais bon, ça me paraissait logique, mais c'est jamais inutile de rappeler une évidence. Donc oui, en soi, pour être en conformité juridique, et on ne parle pas de conformité administrative,
Parce qu'après, oui, il y a des démarches administratives à faire quand on a son entreprise, il y a les URSSAF, il y a les impôts, etc. Mais juridiquement, c'est quelques investissements. Alors après, soit en temps, soit en argent, ça dépend du focus, de la priorité. Mais c'est quelques investissements qui sont finalement pas si énormes et qui peuvent quand même sécuriser sur du long terme et permettre de s'enlever une belle épine du pied. Je sais que j'ai quand même pas mal de clients qui, une fois qu'on a fait les CGV ensemble, me disent mais je respire mieux en fait. Enfin, c'est bon, du coup, moi j'ai fait mes prestats, je vise encore plus loin et je suis hyper serein. Et c'est quand même important d'avoir ça plutôt que de se dire j'ai vendu une prestation, oh mon dieu, alors là, et si elle me demande 15 allers-retours, je fais quoi? Oh, mais il va falloir négocier. Ah mon dieu, mais et là, oh j'ai une réclamation, zut, je sais pas quoi dire, je suis obligée de rembourser, je suis pas obligée, ah c'est pas clair, zut. Ce genre de choses quand même, ça bouffe la vie et ça freine le développement, enfin, on va pas se mentir. Donc il n'y a pas non plus tant de choses que ça. Après, tout va dépendre. Si c'est une activité qui est réglementée, il y aura d'autres obligations. Mais pour des activités un peu classiques, entre guillemets, sur du conseil, sur, je sais pas, de la communication, du graphisme, etc., il n'y a pas non plus... c'est pas le parchemin qui ne s'arrête jamais de se dérouler. La liste des obligations pour avoir une entreprise et des choses à vérifier est longue, mais en termes de documents pur jus, il n'y a pas non plus tant de choses que ça. C'est quand même rassurant, déjà, dans un premier temps, de se dire, même si on n'a pas fait un master 2 en droit, on peut quand même se débrouiller dans un premier temps et puis faire appel à des gens qui vont être effectivement experts du domaine quand on aura les moyens d'investir dans un document qui va vraiment nous protéger juridiquement. Parce que malheureusement, ça arrive de tomber sur un client qui va être de mauvaise foi, qui va vouloir être remboursé alors que la presta est largement entamée, voire terminée. Et évidemment, on ne le souhaite à personne, mais ça arrive. Prenez une assurance responsabilité professionnelle et une protection juridique. D'ailleurs, pour pouvoir indemniser, si jamais la responsabilité était retenue, de ne pas devoir aller piocher dans ses économies ou fermer la boîte pour indemniser le client en face. C'est quand même important. J'ai une cliente qui a eu ce souci-là et du coup, elle avait une protection juridique avec sa RC et elle a pu faire appel et du coup, elle a un avocat qui a été recommandé par sa protection juridique qui l'accompagne là-dessus. Elle me dit c'est quand même un soulagement de savoir que je peux être défendue sans sortir dessous. Bon, en soi, elle a payé ses cotisations d'assurance, mais c'est comme pour la maison. On prend l'assurance et on n'a pas envie de la faire marcher quand la maison va brûler parce qu'on ne veut pas que notre maison brûle. Mais c'est important. Et effectivement, ce que tu disais, c'est que faire tout seul au départ, c'est pas mal. Ça permet aussi de tester et d'être plus agile sur son développement de process. Et en fait, quand on sait qu'on va fonctionner comme ça, investir pour aller un cran au-dessus sur de la protection, sur aller en fait réfléchir à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'un expert du droit et qui en plus a une grosse appétence pour l'entrepreneuriat, je parle de moi pour le coup, enfin je sais que moi quand on va discuter, j'ai connaissance de ce qui se fait chez d'autres entrepreneurs, j'ai vu des choses se faire, j'ai vu les risques qu'il y avait et en fait je peux aller échanger avec l'entrepreneur pour qu'on voit pour lui ouvrir potentiellement des nouvelles possibilités. Effectivement. C'est vrai que quand j'échange avec des entrepreneurs qui sont de l'audience francophone, etc., où il y a quand même une grosse montée de l'IA. Et du coup, des fois, je vois des gens qui demandent à ChatGPT de leur rédiger des documents légaux, donc des contrats, des CGV, etc. D'ailleurs, je crois même que tu as fait une série de reels sur la question. Alors, est-ce que tu préconises de faire confiance à ChatGPT pour nous aider à rédiger nos actes juridiques? Alors, ChatGPT peut donner quand on a le bon prompt, ChatGPT, ça peut être bien pour, en fait, prendre connaissance des grands axes, comme en fait dans tous les domaines. C'est-à-dire que sur de la productivité,
En fait, on va pouvoir demander à ChatGPT, il va pouvoir nous sortir les grandes lois enfin les grandes lois la loi de Pareto, les grands concepts qui existent et qui peuvent aider dans ça. Cela étant, il peut nous donner des informations générales sur ce qui va être bien adapté, etc. Il faut faire très attention et aller vérifier. Je sais que moi, j'utilise des fois ChatGPT parce que sur des concepts, je me rappelle plus exactement, où j'ai envie d'avoir qu'on me fasse un petit quick reminder sur ce qu'il y a dans tel ou tel concept de droit. Donc je sais prompter, je sais aussi où aller vérifier et il sort quand même des conneries. Voilà, il faut le savoir, il faut vérifier, ils l'ont de toute façon dit, c'est écrit en dessous. Il ne faut pas prendre ce que ChatGPT va nous donner comme c'est bon, c'est nickel, je suis protégée. Il faut vérifier. ChatGPT, ça peut être pas mal pour aller brainstormer sur son process, sur qu'est-ce qu'il va y avoir comme clause essentielle à mettre dans ses conditions générales de vente et aller brainstormer là-dessus. Mais du contrat fait par ChatGPT, j'en ai vu. Les choses que j'en ai extraites quand j'intervenais après Alors moi, je n'ai pas refondu des contrats de ChatGPT. Tu m'amènes un contrat de ChatGPT, je vais regarder ce qu'il y a dedans, je vais regarder, en fait, ça me permet de voir l'intention et les points qu'avait vu l'entrepreneur à sécuriser. Très souvent, c'est ça que moi, je vais extraire de ChatGPT, de par exemple, pas de partage d'accès. Ce genre de choses, parce qu'on a peur qu'il y en ait un qui achète le truc, qui partage à payer Paul et Jacques. Voilà, ça va me servir à voir en fait l'intention derrière, mais très souvent, ça n'est absolument pas suffisant pour être très bien protégé. Après, ça donne des premières bases, ça va permettre un peu de débrouiller le truc, de mettre un peu les mains dedans, de se dire ok, je comprends, mais malheureusement, ça sera jamais suffisant. Et j'ai vu dans tous les domaines, j'ai vu des contrats de prestation de services, j'ai vu des CGV, j'ai vu des promesses de cession de fonds de commerce qui étaient mais, catastrophiques. Enfin, des statuts aussi générés avec ChatGPT, des statuts de société. Enfin, je suis désolée, mais si vos statuts de société font 3 pages, on va avoir un sérieux problème à un moment. Il y a peut-être les 3 infos nécessaires, mais en fait, ça ne règle aucun des problèmes derrière. Et ChatGPT, c'est un outil, et peu importe le domaine. Alors, en droit particulièrement, quand même, j'ai fait des recherches où il m'inversait des jurisprudences, où il me disait qu'il y avait telle décision de justice qui avait dit ça. Quand j'y allais, je voyais les noms, j'étais là. Il a pas dit ça. Ah oui, je me suis trompée. Voilà, il faut quand même le prendre avec des pincettes, savoir aller vérifier et en fait avoir la connaissance pour pouvoir déceler quand il commence à dire des grosses conneries. Soit la connaissance, soit la volonté d'aller vérifier ses sources. Mais du 100% généré par ChatGPT, je le déconseille. Ça peut permettre de réfléchir dans un premier temps. C'est mieux que rien. Mais par exemple, si vous êtes avec des consommateurs, il va manquer des mentions légales, des encadrés obligatoires légaux. Dans beaucoup de cas. Alors, je ne l'ai pas retesté il n'y a pas longtemps sur ce type de particulier, mais j'aurais tendance à dire quand même, c'est bien pour brainstormer, c'est bien pour mettre les mains dedans, c'est bien pour comprendre, pour appréhender, parce que dans un business, pour moi, il faut quand même appréhender et avoir 2-3 notions sur ce qu'on va aller toucher, que ça soit, et ce qui fait fonctionner le business, que ça soit le process client, que ça soit sa rentabilité, que ça soit sa compta, que ça soit de la communication et du marketing. On n'a pas besoin d'être expert dans tout, il faut juste quand même avoir 2-3 bases pour pouvoir ne serait-ce que déléguer efficacement derrière. Donc, ChatGPT peut être utile si on part de rien ou si on a des documents qu'on a piochés quelque part sur Internet et qu'on n'arrive pas à comprendre. Il peut nous simplifier la compréhension de ce document-là si vraiment on est un petit peu hérissé quand on nous parle de juridique et d'administratif, ce qui peut arriver quand même, voilà, même si c'est important et même si c'est obligatoire dans son business de savoir de quoi on parle. Malheureusement, c'est pas toujours le cas et ça se comprend. Euh, mais effectivement, ça ne devrait pas être un outil où on s'arrête là, une fois qu'il a fait le résultat du premier prompt qu'on a posé, et merci, bonsoir. Euh, du coup, la deuxième option qui est souvent quand même privilégiée par les entrepreneurs qui sont lancés depuis quelque temps, qui ont conscience de l'importance d'investir, c'est des modèles tout prêts. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les modèles tout prêts de contrat ou de CGV? Alors, ça peut être une bonne option économique, mais il faut savoir que, en fait, avec un modèle tout prêt,
Alors ça ne sera pas gratuit, contrairement à ChatGPT. Ça sera payant à moindre coût. Par contre, on prend la responsabilité de tout ce qu'on va mettre, modifier et personnaliser dedans. Donc déjà, ça coûte un petit peu d'argent, mais pas autant que si on faisait appel à quelqu'un qui fait pour nous. Mais il y a quand même un gros investissement de temps à avoir parce qu'on ne nous livrera jamais un truc, vas-y, prêt à l'emploi, etc. Faudra quand même réfléchir, faudra quand même se poser pour aller le personnaliser parce que déjà, alors il y a beaucoup de juristes, il y a des avocats aussi qui commercialisent des templates et des modèles tout prêts, avec potentiellement des guides, ce genre de choses, où il y en a, en fait, ils vous livrent juste le Word avec trois commentaires, et là tu mets ci, et là tu personnalises comme ci, comme ça, mais débrouille-toi. Et, et souvent, en fait, c'est des contrats qui vont... comme c'est des modèles, il y a des clauses qui vont être peut-être pas forcément totalement adaptées à la façon dont on fonctionne. Mais c'est normal en soi, puisque c'est un modèle qui est censé convenir au plus grand nombre, et il n'y a pas de l'hyper-personnalisation. La seule personnalisation, c'est celle qu'on va mettre nous dedans. Et on est responsable, en fait, derrière de de ce qui est intégré en termes de personnalisation dedans. Contrairement à quand on fait faire par quelqu'un qui est habilité. Je rappelle que du contrat ou des CGV personnalisés ou tout document juridique personnalisé, c'est pas tout le monde qui a le droit de le faire légalement. Il y a les avocats et en fait les professions réglementées du droit, globalement. Donc avocats, on peut avoir aussi des notaires et des commissaires de justice, c'est des anciens huissiers. Mais si vous avez quelqu'un qui est juriste, qui n'est pas dans une profession réglementée, qui vous propose du « Ah, je vais te faire tes CGV 100% personnalisés, ne t'inquiète pas », fuyez. Parce qu'en termes de responsabilité, s'il y a un seul sujet, déjà, c'est de l'exercice illégal de la profession d'avocat. De deux, en termes d'indemnisation, ça va être compliqué. Donc, voilà, les juristes ont le droit de vendre des modèles tout prêt à personnaliser. Ça, il y a vraiment zéro sujet là-dessus, c'est admis. Les juristes peuvent donner des conseils génériques du style dans les CGV, si tu as des consommateurs, il faut que tu mettes ça, 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 ça. Par contre, il n'aura jamais le droit de venir dire bon, toi, pour ton business, là, on va faire ça comme ça, on va modifier comme ci. Je te fais un truc qui correspond vraiment, si tu as besoin, vas-y, je te fais le modèle qui te va. Non. C'est de la personnalisation et ils n'ont pas en fait l'habilitation. Enfin, moi, je paye une ERC Pro qui me coûte un bras et j'ai quand même cette année d'études pour justement avoir le droit d'aller faire du personnalisé. Et c'est tant pour le client que pour moi, que c'est nécessaire d'avoir ces espèces de garde-fous. Là, le fait quand même de pouvoir personnaliser des documents juridiques, j'ai envie de penser, en tant qu'extérieur à la thématique, que c'est la partie rigolote, c'est la partie marrante, c'est là où tu t'éclates, tu vois. Si c'était pour recracher les mêmes modèles 100 fois d'affilée, on va pas dire que c'est la partie la plus fun du business, quand même. Moi, ce que j'aime le plus, c'est aller discuter des business, c'est aller creuser, c'est aller voir en fait comment on va aller protéger. Alors forcément que en interne, au bout d'un moment, j'ai mes modèles, mais je les ressors jamais tels quels. Il y a toujours des choses qui changent. Et en fait, ça va me permettre aussi d'aller pouvoir creuser plus loin à chaque fois. Donc oui, c'est la partie la plus rigolote quand même de faire de la stratégie, de faire du personnalisé, d'aller réfléchir et d'aller creuser. Enfin moi, c'est ce qui m'anime dans mon business, c'est pas de rédiger à la mano 5 clauses sur la loi applicable, l'indépendance des clauses et le fait que l'intégralité du contrat, le contrat est pris dans son intégralité, quoi. Donc, on a parlé de plein de choses, on a parlé aussi de comment on pouvait récupérer des modèles, les adapter potentiellement à notre exercice ou bah, tout simplement directement faire appel à un avocat qui va faire ce travail pour nous et nous soulager de cette grosse partie qui souvent fait un peu peur. Mais du coup, là, il y a des gens qui ont des profils très différents qui sont en train de nous écouter. Et il peut y avoir des artisans, il peut y avoir des gens qui font du coaching en ligne, il peut y avoir voilà, plein de corporations différentes. Comment les gens peuvent savoir quels sont les documents qui sont nécessaires pour leur cas particulier et qui vont leur servir à protéger leur business?
Et ben, c'est tout le problème. En soi, l'avocate aurait tendance à te dire, ben, en fait, ils le sauront en prenant conseil. Il est vrai qu'en l'état actuel, si tu vas pas aller vers un pro pour prendre conseil et voir ce qu'il y a à faire, bah, par exemple, des artisans, si l'artisan ne vend que de la commande, alors des CGV ça peut être pas mal, mais par exemple un coiffeur, les coiffeurs sont artisans, un coiffeur va pas avoir besoin de CGV. Par contre, il va y avoir des mentions minimales à avoir dans son salon de coiffure. Avec aussi une politique de retard, ce genre de choses. Mais il y aura des mentions minimales à avoir sur ses tickets de caisse et dans son salon de coiffure, sur le fonctionnement, etc., etc. Mais toutes les activités dont on a forcément besoin de CGV en mode document, mais ça, pour le savoir en soi, soit on suit des professionnels qui délivrent gratuitement de la valeur sur les réseaux sociaux, c'est une des possibilités, soit on va éplucher service public plus le site de l'économie, euh, parce que le problème, c'est qu'en fait, toutes les informations sont quand même très dispersées. Y a aussi tout ce qui va être BPI France, les sites de la CMA, etc., mais qui donnent aussi, encore une fois, du conseil très générique, on ne va pas se mentir, qui font que derrière, ça sera peut-être pas forcément adapté à sa situation. Et même les guides qui sont donnés, je sais même pas quand tu t'immatricules, est-ce que tu as un guide qui t'est donné? De me souvenir, non. Moi, j'ai pas eu, en tout cas, de souvenirs marquants d'avoir lu un guide et d'avoir eu la révélation et la réponse à toutes mes questions. Parce qu'en gros, quand tu t'immatricules, ils partent un peu du principe que tu es censé savoir, parce qu'en France, nul n'est censé ignorer la loi. Juste lol, parce que, très honnêtement, moi personnellement, tout ce qui est droit du travail, j'y connais rien du tout. Pourtant, je suis avocate, hein. J'y connais rien du tout. Je connaissais quand j'ai appris en 2013. Depuis, ça a à peu près changé 25 fois. Et en fait, j'irai voir quelqu'un qui est spécialisé parce que c'est trop complexe. C'est actuellement, la loi, c'est beaucoup trop complexe, les obligations, c'est très complexe. Et avoir tout rassemblé à un seul endroit, sur ce qui va être compte sur les réseaux sociaux, typiquement, en fait, ça va être très niché, ça va être sur certains aspects, ça va être sur certains aspects administratifs ou des aspects fiscaux ou alors les aspects juridiques. Et quelque chose qui... Une plateforme qui t'aiderait vraiment, je crois pas que ça existe. Comme on s'est aperçu lors de nos échanges que ça n'existait pas et que ça manquait aux gens, c'est cette histoire de bon bah maintenant ça y est, j'ai mon numéro SIRET et maintenant qu'est-ce que je fais? En dehors de je communique et j'essaye de vendre mes produits. Voilà, en dehors de j'ouvre mon compte Instagram et maintenant j'essaye de vendre ce que j'ai, mon expertise et ce que j'ai bâti de mes mains. Euh, voilà, on est un peu laissé malheureusement face à nous-mêmes et c'est quelque chose qui est pas dans la vision que toi et moi on peut avoir de l'accompagnement justement des entrepreneurs pour faciliter leur réussite et optimiser leur business. Donc c'est pour ça qu'on a créé quelque chose ensemble. Oui, pour avoir le meilleur des expertises. Alors après, en termes il y a beaucoup d'expertise du style la communication où en fait c'est plus des conseils un peu plus génériques. Après, à charge pour chacun d'aller chercher les expertises où il en a besoin. Mais ne serait-ce que sur la base pour pouvoir lancer sereinement et commencer à développer. Les formations business, c'est bien, mais les formations business, par exemple, ça va plus se... J'ai l'impression que ça se focus plus sur tout ce qui va être vente, marketing, communication. Tous les côtés un petit peu plus sexy. On ne va pas se mentir. Les côtés chiants, de style le juridique et s'organiser, etc., etc., ça fait un peu moins rêver, mais pourtant c'est tout aussi nécessaire pour pouvoir développer sereinement. Et en soi, je pense que c'est nécessaire d'avoir toutes les cartes en main parce que tout le monde peut s'immatriculer, tout le monde mérite en soi de pouvoir donner vie à son projet et de pouvoir réussir sans en souffrir. Donc c'est un peu pour ça qu'on a commencé à développer
quelque chose ensemble. Exactement, on a commencé à développer un produit parce qu'on s'est aperçu, moi de mon côté, je me suis aperçu que les gens qui réussissaient à vivre, pas survivre, hein, vivre confortablement de leur activité, c'était des gens qui avaient une organisation qui venait soutenir le marketing et la vente de leurs offres. Et toi, tu t'es aperçu que des gens qui, même s'ils étaient bien lancés et qu'ils vendaient bien leurs offres, il suffisait qu'ils tombent sur un client relou, qui leur mette un procès s'ils ne sont pas bien protégés, ça pouvait mener jusqu'à faire couler leur boîte. On le voit trop encore. Alors que, encore une fois, si on intervient de manière préventive et qu'on cadre les échanges que l'on a avec nos clients, nos prestataires, tous les gens avec qui on est amené à parler au quotidien, c'est pas si dur, on l'a vu dans cet épisode, et ça offre donc de la sérénité, la possibilité de développer un business et d'aller vers une croissance, pourquoi pas exponentielle, parce que des success stories, on en entend et on en voit tous les jours. Clairement. Et en plus, pour le coup, sur savoir qu'on a bien fait les choses, c'est quelque chose qui va booster. Alors que dès qu'on a un peu cette peur de ah, mais j'ai l'impression. En fait, c'est des freins qui vont freiner le développement. Et c'est quand même très dommage de se dire ah, mais du coup, je vais pas oser aller faire plus parce que je suis pas sûre que s'il y a plus de clients, il y aura plus de problèmes. Oui, alors c'était un peu le principe. Le plus de clients, le plus d'emmerdes. Mais c'est des problèmes de riches, on va pas se mentir. Mm. Et, euh, et en soi, en fait, se cantonner à rester petit, si on avait des rêves d'aller plus haut, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur des conséquences, c'est quand même dommage, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont hyper talentueux et qui, par peur, potentiellement, se freinent et s'auto-sabotent. Que ça soit par peur de je vais jamais y arriver à tout faire tout seul, ou de je vais avoir des emmerdes avec un client et je vais pas réussir à les gérer. Ou le fameux sujet qui fâche en ce moment, le passage à TVA. C'est ça, le fameux sujet de l'angoisse. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part, de parler de la TVA. On verra ce que va nous sortir justement le gouvernement sur le sujet. Mais on en parle aussi dans ce qu'on vous a préparé, dont vous trouverez le lien en description de l'épisode. C'est, on va dire, le guide qu'on a rêvé d'avoir quand on s'est lancé, qu'on n'a pas trouvé, parce qu'il n'existe pas, tout simplement. Et du coup, on a été obligé d'aller piocher nos informations à gauche et à droite, ce que vous n'aurez pas à faire avec ce document-là. C'est ça. Donc, on espère que ça aidera le plus d'entrepreneurs possible parce que c'est littéralement le but. C'est pour ça que on communique aussi et qu'on communique sur les réseaux sociaux, qu'on partage ce qu'on sait. C'est pour en aider le plus possible. Et si ça peut aider les entrepreneurs qui démarrent ou qui ont démarré, qui sont pas trop sûrs, qui voudraient aller au palier d'après, bah, ça sera mission accomplie, j'ai envie de te dire, je pense. Et le gros avantage aussi de tout ça, là, c'est quand même que c'est gratuit. On peut le préciser. Oui, c'est pas que on fait pas toujours du payant, on reste là dans le partage de ce qu'on sait et pour le coup c'est quand même une petite pépite ce qu'on est en train de préparer. C'est une petite pépite et je pense que tout le monde n'a pas forcément la possibilité ou les moyens de se payer le cerveau d'un avocat qui va venir leur dire, toi tu es dans cette situation, voilà comment on va faire. Et là, tu vas pouvoir justement modéliser quelque chose qui va pouvoir s'appliquer au plus grand nombre et les gens vont pouvoir bénéficier de ton cerveau gratuitement, juste pour se sécuriser, juste pour se sentir plus à l'aise dans leur pratique. C'est quand même une grosse richesse. Et de toute ton expertise sur l'accompagnement pour être plus productif. Évidemment. Donc, là, on vous parlait de cette ressource qui va être disponible gratuitement dans la description de l'épisode. Je le répète parce que c'est important et à chaque fois, j'ai des gens qui me disent bah oui, mais je le trouve où ça? Il suffit d'ouvrir la description. Et du coup, bah,
Toi, qu'est-ce que tu proposes comme offres qui peuvent justement répondre aux besoins des gens qui auraient un budget, qui auraient conscience que c'est important pour eux de se sécuriser juridiquement et qui ont duré trop longtemps avec des modèles qu'ils ont récupérés à gauche ou à droite et potentiellement ChatGPT. Alors moi, l'offre que j'ai sur tout ce qui va être sécurisation de relations clients, c'est une offre premium pour euh, créer tes CGV ou ton contrat, puisque, on ne l'a pas dit, mais CGV plus devis égale contrat. Vous n'avez pas à avoir les deux. En général, si vous avez deux trucs que vous faites signer distincts, c'est la voie royale vers des problèmes, des micmacs. C'est soit CGV et devis, soit contrat. Les deux ensemble, c'est non. Et pour le coup, c'est une offre premium où on va en fait vraiment aller creuser. C'est un accompagnement, je l'ai appelé accompagnement sécurise tes ventes parce que le but c'est vraiment d'aller sécuriser tes ventes, d'aller sécuriser ta rentabilité, d'aller gagner en sérénité et en fait de pouvoir derrière avoir des clients qui rentrent, d'avoir une gestion fluide, le process en interne, le nombre de rendez-vous, ce genre de choses, comment tu vas échelonner, ça sera reproduit pour partie dans les CGV, mais il y a quand même une grande souplesse sur, en pratique, qu'est-ce qui se passe. Mais ça va vraiment être, c'est un accompagnement premium où on va beaucoup échanger. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça commence avec un quiz, on a un onboarding où on va en fait, où je vais aller creuser comment tu fonctionnes, aller un peu te challenger sur des points quand je vois qu'il y en a, et derrière, en fait, aller faire une première version qu'on va redescendre ensemble, une deuxième version qu'on va redescendre ensemble, jusqu'à arriver à une V3 qui sera aux couleurs du branding, prête à utiliser pour, euh, pour le futur et qui en fait vaudra tant que ton process vaut. Parce que pour le coup, des CGV, si je fais des CGV pour une micro, si le process il passe en société et que le process suit, les seules choses à modifier, c'est l'identité en haut. C'est ça. C'est au lieu de mettre EI, on met les coordonnées de la société et en fait, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Donc sur de la sécurisation de vente, c'est mon offre, c'est un peu mon offre phare. Et après, pour les micros qui se posent des questions sur le statut, pour le passage en société, j'ai une prestation qui est dédiée, parce que bien évidemment, je monte des sociétés aussi sans passage en société, mais la sortie du micro, c'est quand même un sujet hyper touchy, hyper technique, où il y a pas mal de gens qui se ramassent, et ça coûte très cher. Donc, j'ai développé cette offre-là, ça s'appelle Point Statut. Du coup, pour les gens qui auraient aucune idée de combien ça pourrait coûter et pour pouvoir du coup provisionner du bénéfice pour pouvoir se payer cet accompagnement, est-ce que tu peux nous donner une ordre d'idée des prix de ces deux prestations dont tu nous as parlé? Alors, pour Point Statut, on est à 250 € TTC. C'est un rendez-vous en visio. Je vais avoir. Et en fait, à l'issue on va discuter. Et en fait, je vais faire des préconisations sur est-ce que c'est potentiellement utile de passer en société, oui, non, quand, comment. On va aussi vérifier la TVA. J'ai quand même j'ai quand même eu deux clients dans le cadre de cet accompagnement où, quand on est arrivé au chiffre, j'ai dit mais tu fais la TVA? Non. Ah si, tu fais la TVA. Donc ça a permis d'éviter un petit redressement et de beaux échanges avec l'administration fiscale derrière. Et je vais avoir des préconisations derrière avec aussi d'autres ressources sur si tu passes en société, faire aussi pas mal de pédagogie parce que passer en société, c'est pas juste un bout de papier, il y a quand même des choses qui changent. Et en termes de posture, il faut aussi être prêt à accepter tout ça. Donc ça, c'est C'est pour vrai. Point Statut. Et donc, il y a une visio et un plan et des préconisations derrière avec un récapitulatif pour savoir quoi surveiller, où aller. Et pour l'accompagnement premium sécurise tes ventes, donc pour la création de CGV, on va dire que, alors c'est sur devis, parce que selon la complexité, selon ce qu'on veut mettre dans les CGV, selon le domaine en cause, et selon si en fait il y a un ou plusieurs jeux de CGV à faire. Alors, je ne multiplie pas le prix par le nombre de CGV parce que ça sera un travail commun et que je vais faire le maximum pour optimiser. Mais pour un jeu de CGV, ça sera aux alentours de 1 500 € hors taxe. Donc 1 500 hors taxe
pour des CGV, pour en fait avoir ces CGV prêtes à l'emploi, pour pouvoir vendre ses services, sa prestation, en étant sécurisé et se dire, bon, voilà. Ce qui en soi, selon le montant, selon l'activité qu'on a, peut être rentabilisé en peu de clients. Parce que pour une graphiste qui fait des identités visuelles à 1 750 € hors taxe, si les CGV lui ont coûté 1 500 pour ses prestations de graphisme, que tout est cadré, en soi, en deux clients, en un client, ils sont rentabilisés. Donc il faut aussi le voir pas comme une dépense, mais comme un investissement qui va durer sur le long terme. Je pense que à partir de 1 500 €, pas juste comme tu le disais pour un bout de papier, mais pour la garantie de jamais avoir de problème avec tes clients puisque tu es sécurisé et qu'il y a eu ce vrai travail en amont d'échange pour s'assurer que ce que tu as produit correspond bien à la situation du client, qu'elle soit actuelle et future, en tout cas dans ce qu'il avait en vision, c'est pas si cher payé. Effectivement, ça va être vite rentabilisé. Et le troisième point quand même qui me paraît important, c'est que quand on regarde les concurrents que tu as, clairement, je trouve que ce que tu proposes comme offre est euh, tout à fait cohérent en termes de valeur délivrée et de prix que ça coûte. Écoute, pour l'instant, on en est là. Merci. Et je te rejoins. C'est quand même. Voilà. C'est pas sexy. On a l'impression que c'est un bout de papier, mais c'est bien plus que ça. C'est la garantie de ta renta et de ta sérénité. Donc en soi, c'est un poste sur lequel investir. On investit une fois dans une identité visuelle qui va servir sa communication. On investit une fois dans des CGV qui couvrent notre process actuel pour sécuriser ses ventes. Après, c'est des choix à faire. Et, mais en termes de valeur délivrée, oui, je sais que je suis... et de tarifs, je suis très très bien placée. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi après avoir entendu cet épisode de podcast? Alors, pour me retrouver, moi, je suis sur Instagram. Donc, c'est l'entrepreneuriat. Et, euh, et pour l'instant, c'est tout. C'est déjà bien. Je publie pas mal sur ce réseau-là. Et j'ai des liens. Et depuis mon profil, on a le lien pour prendre rendez-vous. On a le lien pour pouvoir réserver point statut. Et on a pas mal de liens, notamment d'accès à des ressources gratuites aussi. Et le lien aussi à mon mail, étant entendu que j'ai un rendez-vous prise de contact pour... typiquement pour des CGV, c'est pas tu vas m'envoyer un mail en disant je veux des CGV. Je vais être là, ouais, on va faire un rendez-vous prise de contact, voir un peu quels sont tes besoins, comment je peux t'accompagner, si et comment je peux t'accompagner, et si les modalités de mon accompagnement te conviennent. J'avoue que c'est quand même un prérequis pour moi d'avoir échangé parce que la confiance, c'est... Avec mes clients, j'ai des relations long terme. Moi, mon but, comme j'interviens aussi sur tout ce qui va être structuration, c'est d'accompagner sur du long terme et d'avoir une relation de confiance qui s'étire autant que le business perdure. Donc, c'est important d'avoir confiance en la personne avec qui on va échanger sur le long terme pour son business. C'est la façon dont je vois les choses. Donc vous retrouverez le lien de l'Instagram de Maëlys en description de l'épisode. Et puis ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre le lien de Point Statut, qui est une presta qu'on peut prendre du coup comme ça, directement. Et également le lien de prise de rendez-vous avec toi si on veut aller plus loin, se faire un jeu de CGV, ce genre de choses. Ou développer, ou aller cadrer ses relations avec ses prestataires, avec ses closers et ses setters, aller parler stratégie, développement, etc. etc. Exactement. Donc s'il y a besoin, en tout cas, on sait où te retrouver et c'est déjà une très bonne chose. Merci beaucoup Maëlys. Est-ce que tu as un dernier mot à partager à mes auditrices? Ne faites pas l'impasse sur la protection. Protégez-vous, sécurisez au maximum. La rentabilité, c'est ce qui va faire que le business va perdurer. Un business qui n'est pas rentable, alors il y aura plein d'échanges, il y aura plein de choses très positives qui vont arriver, mais ça ne remplit pas les placards, ça ne paye pas le loyer. Et à un moment, l'argent, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir en fait juste vivre actuellement. Donc, protégez-vous. Et le fait de vouloir poser des limites, il ne faut pas se dire que ça va faire fuir des clients. Ça va faire fuir tous ceux qui voulaient abuser de vous.
Donc, posez des limites claires, délimitez ce que vous offrez, ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Et si vous avez un client qui vous dit non, je veux pas, ou qui commence à pinailler, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait vous faire que de se barrer. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Mais grave, c'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à toi. Et on va pouvoir mettre fin à cet épisode. Merci à toi!